Merci beaucoup. Je suis très heureux d'accueillir, non pas au perchoir, mais dans ce fauteuil, le président de l'Assemblée nationale qui nous fait l'honneur et le plaisir de rendre visite à notre institution et qui a accepté de clôturer ce colloque. Je n'aurai pas l'ambition de résumer cette matinée qui a été extrêmement riche en présentations, en échanges. Je voulais à nouveau remercier tous les intervenants, le président Patrick Bernasconi et le premier président Migaud. C'est comme ça que je l'appelle parce que c'était essentiellement au titre de ce qu'il a fait à la tête de la Cour des comptes qu'il a été invité à cette conférence ce matin. Et je voulais non pas résumer, mais dire brièvement ce qui m'a semblé ressortir d'un consensus partagé par tous les intervenants. Premièrement, l'évaluation, c'est une culture nouvelle. C'est faire de la politique, mener l'action publique fondée sur la preuve. C'est complémentaire d'une croyance très forte en France qui tourne peut-être à l'adoration. Nous avons l'adoration de la norme. Nous croyons peut-être trop au pouvoir de la norme d'orienter les comportements des ménages, des entreprises, des citoyens. Or, les citoyens demandent de plus en plus au gouvernement, au Parlement, de produire des résultats. Et ce qu'ils veulent, c'est que leur réalité quotidienne sur le terrain change et qu'on leur démontre que cette réalité change. Ça, je crois que c'est important. La deuxième chose qui nous est apparue, c'est que la Constitution, la loi organique, avait organisé un paysage de l'évaluation des politiques publiques qui fait intervenir plusieurs acteurs, le gouvernement, qui conduit la politique de la nation et peut s'appuyer sur ses administrations, sur France Stratégie, sur les corps d'inspection et de contrôle, mais aussi sur beaucoup de directions au sein des ministères qui ont compétences en matière économique, statistique. Le Parlement et le président Larcher ne nous a pas caché ses ambitions et nous sommes très impatients de vous entendre, Monsieur le Président. Je voulais saluer, je dirais, l'intervention du député Jean-François Eliaou et la présence de Jean-Noël Barrot, qui porte aussi, je dirais, cette ambition et a organisé à l'Assemblée nationale ces rencontres de l'évaluation 2020 le 13 février qui ont été un grand succès, une journée qui a été très féconde, mais aussi la Cour des comptes et le Conseil économique, social et environnemental qui nous ont fait part à la fois des outils, des méthodes, mais aussi de ce qu'ils entendaient développer dans chacune de ces enceintes. Et ce qui nous a semblé, c'est qu'il fallait organiser la complémentarité entre ces différents acteurs, faire qu'ensemble, nous puissions produire le meilleur sans concurrence stérile. L'idée, par exemple, d'échanger les programmes pour ne pas dupliquer des évaluations, mais au contraire, d'une certaine manière, s'appuyer sur ce que font les autres pour participer à cet effort collectif, avec deux idées. Une bonne évaluation, c'est non seulement apporter des connaissances, objectiver des diagnostics, pouvoir s'appuyer sur des constats partagés, mais c'est surtout aider les politiques à mieux décider, à mieux choisir, à mieux légiférer. Et surtout, cela a été très rappelé au cours de cette matinée, c'est aussi renforcer la qualité, la légitimité du débat démocratique, parce que l'évaluation, elle n'est pas faite pour les experts. Elle est faite pour parler aux citoyens et renforcer la confiance que les citoyens peuvent placer dans ceux que la Constitution désigne comme en charge de la politique. Et sur tous ces sujets, Monsieur le Président, nous savons que vous portez de fortes ambitions et nous sommes impatients de vous entendre en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation malgré un agenda très chargé. Merci, Monsieur le Vice-président, cher Bruno Lasserre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique et encore récemment Premier Président de la Cour des comptes, cher Didier Migaud, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux et pour tout dire très impressionné
de m'exprimer pour la première fois dans cette salle de l'Assemblée générale du Conseil d'État en clôture de cette troisième conférence du cycle de l'évaluation des politiques publiques organisée par la section du rapport et des études dont je salue la présidente, Madame Martine de Boisdeffre. Sans avoir mené des recherches très approfondies, je ne suis pas certain que la présence du président de l'Assemblée nationale à cette tribune soit si fréquente. Elle illustre sans doute un changement profond dans les rapports qu'entretiennent ces deux institutions de la République que sont le Conseil d'État et l'Assemblée nationale. Chacune incarne à sa manière les valeurs qui fondent un pacte républicain et toutes deux concourent, dans des registres très différents, à l'élaboration de la norme. Jadis conseiller exclusif du gouvernement, ce qui rendait la partie consultative de son activité largement invisible aux députés, le Conseil d'État est devenu un acteur identifié du processus normatif. Cette révolution copernicienne, on peut le dire, s'est opérée à la faveur de deux évolutions de forces juridiques inégales, mais dont les conséquences furent tout aussi importantes. D'abord, une révision de la Constitution, celle du 23 juillet 2008, qui a ouvert au président de l'Assemblée nationale la possibilité de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis sur une proposition de loi. Elle a ainsi rompu, de la façon la plus solennelle qui soit, le monopole du gouvernement pour faire une place, fût-elle modeste, au Parlement. Ensuite, une décision du président de la République, décision au statut juridique incertain, mais peut-être en passe de devenir une convention de la Constitution, pour reprendre les mots de Pierre Avril, celle de rendre publics les avis du Conseil d'État sur les projets de loi. Alors qu'ils faisaient l'objet de supputations, voire de fantasmes, voilà les avis du Conseil d'État exposés au grand jour et offerts de ce fait à la représentation nationale pour éclairer ces débats, voire, j'ai pu l'observer, pour les alimenter et parfois même en substitution à des arguments politiques. Certes, les avis du Conseil d'État sont toujours d'une grande rigueur juridique et d'une parfaite impartialité, mais précisément, et comme le vice-président a eu il y a peu l'occasion de le rappeler dans un entretien avec la presse, ces avis se situent en dehors du jeu politique. Or, dans notre système démocratique, la loi est le fruit de la délibération de femmes et d'hommes aux talents et aux expériences professionnelles diverses, élus pour avoir affirmé des choix politiques et non parce qu'ils disposeraient d'un savoir d'expert. Ma présence aujourd'hui parmi vous trouve ainsi sa raison d'être dans la complémentarité de nos missions. Elle n'a dès lors d'autre but que de vous donner ou de vous proposer le point de vue d'un élu sur le thème qui m'est cher de l'évaluation des politiques publiques, thème que je partage avec Jean-Noël Barrot et Jean-François Eliaou, ici présents. Le dialogue qu'entretiennent maintenant nos deux institutions trouve dans cet enjeu un terrain particulièrement propice à un enrichissement réciproque. L'actualité de ces dernières semaines, pour ne prendre que deux exemples, en porte témoignage. C'est ainsi que les députés ont examiné avec une grande attention, cela ne vous aura pas échappé, le contrôle qualité, si je puis dire, que le Conseil d'État fait subir aux études d'impact. Tandis que le CEC, c'est-à-dire le Comité d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée, a adopté lors de sa réunion du 20 février 2020 le rapport de la mission d'évaluation et de médiation entre les usagers et l'administration, au rapport des députés Morche et Morel à l'huissier, sujet qui est, je crois, au cœur des préoccupations du Conseil d'État. Ces exemples illustrent aussi la position bivalente de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques. Chargé explicitement par l'article 24 de la Constitution d'évaluer lui-même les politiques publiques, le Parlement se trouve nécessairement dans une posture de
consommateurs d'évaluation des politiques publiques à l'heure de voter la loi. Deux exigences qui ne se superposent pas et d'ailleurs s'inscrivent dans des temporalités différentes parce que ni l'Assemblée ni le Sénat ne sont en mesure de produire suffisamment d'évaluations pour nourrir à eux seuls les besoins du législateur. En prenant mes fonctions de président de l'Assemblée nationale, j'ai rapidement acquis deux convictions. D'une part, que l'Assemblée devait s'impliquer davantage encore dans une démarche d'évaluation des politiques publiques. D'autre part, que ce surcroît d'engagement devait d'abord et avant tout s'appuyer sur tous ceux qui, déjà, produisent avec talent et efficacité de l'évaluation. En effet, on ne manque pas de compétences en matière d'évaluation, même si l'étude annuelle du Conseil d'État viendra peut-être nous montrer des voies d'amélioration aussi sur ce terrain. Mais mon sentiment est que l'on sous-utilise notablement les travaux dont nous disposons d'ores et déjà. Dans cette sous-utilisation, l'Assemblée doit prendre sa part de responsabilité, mais elle n'est évidemment pas seule en cause. C'est bien pourquoi je suis particulièrement sensible au choix des deux thématiques de votre matinée de réflexion. Promouvoir la complémentarité, mieux partager les compétences des différents acteurs, tels sont précisément les objectifs que l'Assemblée nationale poursuit au travers des rencontres de l'évaluation que nous avons lancées l'an dernier et dont la deuxième édition s'est tenue il y a quelques jours. Ces rencontres visent à développer autour de sujets concrets le dialogue entre députés et évaluateurs, qu'ils soient institutionnels ou universitaires. Le succès remarquable de cette manifestation, puisque nous avons reçu la semaine dernière 450 personnes dans la galerie des fêtes et les salons de l'hôtel de la Sey, montre qu'il existe une belle appétence de part et d'autre pour un tel dialogue. Mais cette synergie souhaitée, et je l'espère en voie de consolidation, n'aura d'effet durable et mesurable que si elle peut s'inscrire dans une dimension spécifique qui est celle du travail des députés. À cet égard, si je comprends qu'un travail d'évaluation scientifiquement irréprochable puisse exiger la mise en œuvre sur un temps long d'une politique publique, l'accélération du temps de la décision politique rend illusoire l'idée d'attendre 6 ou 7 ans pour faire le bilan d'une action et en corriger, le cas échéant, la portée. De même, si le travail scientifique suppose une grande rigueur, le travail du législateur, qui est de fixer les règles et des principes, selon les termes de l'article 34, peut parfois s'accommoder d'un travail un peu moins précis. Surtout, l'évaluation est pour les députés tournée vers l'action et non vers la seule observation. Autrement dit, elle doit avoir pour fonction de guider l'élaboration de normes, ce qui implique que la démarche de l'Assemblée nationale puisse trouver des relais. S'agissant de l'évaluation ex post, nous essayons depuis 2 ans de valoriser les travaux de l'Assemblée nationale, en particulier à travers ce que nous avons appelé le printemps de l'évaluation, qui doit rééquilibrer les temps budgétaires entre la loi de règlement et le projet de loi de finances. Mais cet effort, dont j'ai conscience qu'il doit encore largement s'amplifier, ne portera que si notre interlocuteur, c'est-à-dire l'exécutif, s'en saisit à son tour. Et il y a là sans doute des marges de progression encore à mobiliser. Peut-être le manque d'enthousiasme de l'exécutif s'explique-t-il par cette réalité que l'évaluation est encore trop souvent perçue comme une mise en accusation, alors que selon une formule que j'affectionne, elle vise à piloter les politiques publiques et non pas à les pilonner. C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale s'efforce de travailler, non sans difficulté, reconnaissons-le.
Quant à l'évaluation ex ante, elle échappe assez largement aux institutions parlementaires puisque son support naturel est l'étude d'impact, laquelle émane exclusivement de l'exécutif et n'est pas toujours aussi utile que la représentation nationale pourrait l'espérer. Il y a sans doute à cela, me rétorquera-t-on, des explications conjoncturelles dont l'Assemblée nationale pourrait se saisir, puisqu'il existe des procédures permettant de refuser d'examiner un texte dont l'étude d'impact serait jugée insuffisante ou lacunaire. Mais l'arme ne relève guère du registre de la riposte graduée. Et le fait majoritaire dont il est difficile de ne pas tenir compte sous la Ve République rend cette procédure aussi maniable que celle de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Certes, il y eut l'occurrence de 1962, mais vous m'accorderez que cela reste assez théorique. En tout état de cause, il existe à mon sens des motifs structurels d'insuffisance. L'étude d'impact est aujourd'hui exclusivement conçue comme un outil de justification du choix gouvernemental, ce qui est bien légitime, mais elle pourrait aussi devenir un instrument utile au travail parlementaire. Elle se présente en réalité comme une donnée figée, insusceptible d'intégrer les modifications qui pourraient résulter de l'apport de la représentation nationale. Pourtant, il ne vous aura pas échappé que les députés aiment bien présenter des amendements et qu'une étude d'impact utile devrait pouvoir accompagner ce travail vivant d'élaboration de la loi. Dans l'idéal, il faudrait qu'elle puisse se présenter comme un modèle paramétrable ou comme une série de modèles paramétrables que les députés pourraient faire jouer pour évaluer l'effet de telle ou telle modification pourrait avoir sur le résultat attendu. Tel est d'ailleurs l'objectif poursuivi par le projet Lex Impact. Il a débuté l'an dernier à l'Assemblée nationale et a permis de déterminer l'impact des amendements relatifs à l'impôt sur le revenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Ce projet sera développé et son périmètre étendu en vue du débat budgétaire pour 2021. Bien sûr, une évaluation, fût-elle ex ante, ne saurait se limiter à cet aspect, mais je suis convaincu qu'elle devrait intégrer de tels éléments pour permettre aux députés de s'approprier davantage le travail d'élaboration de la norme. En conclusion, l'évaluation est là pour favoriser la bonne gestion des politiques publiques au regard d'objectifs qui ne sauraient d'ailleurs être exclusivement budgétaires. La définition d'objectifs tout à la fois pertinents et mesurables constitue d'ailleurs un enjeu majeur, et j'en mesure au moment où je l'énonce la difficulté. Dans un monde idéal et rationnel, évaluer les politiques publiques dans leur globalité et les corriger devrait aussi permettre d'enrayer un certain nombre d'incompréhensions, mais d'enrayer aussi la progression des populismes au bénéfice précisément de la rationalité dont nous devons chaque jour redouter la déchéance. On connaît déjà le paradoxe de la transparence qui nourrit parfois le voyeurisme et le soupçon. Reconnaître une erreur, des erreurs, la corriger, les corriger, ne doit pas pour autant passer pour un aveu d'incompétence. Pour rester dans un périmètre que je mesure davantage, il me semble que l'évaluation représente néanmoins aussi un levier pour la revalorisation de la fonction du Parlement. L'appropriation des outils permettant de mieux mesurer la complexité des politiques publiques pour mieux les piloter permettrait, j'en suis convaincu, de redéfinir efficacement les termes du dialogue entre l'exécutif et le législatif.
Mais au-delà de cet objectif propre à l'institution aux destinées desquelles j'ai l'honneur de présider et que vous voudrez bien me pardonner de mettre en avant dans mon propos, il nous faut aussi mesurer l'importance que l'évaluation revêt aujourd'hui dans nos démocraties, menacées chaque jour un peu plus par les fake news et autres vérités alternatives, pour citer cet oxymore en vogue. Elle peut contribuer à réobjectiver le débat démocratique, non en se substituant au choix politique, mais en créant les conditions pour que le choix politique apparaisse exactement pour ce qu'il est, une opinion, parmi d'autres, s'appuyant sur un constat partagé. Comme l'affirmait Hannah Arendt dans son article « Vérité politique », la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et que les faits eux-mêmes sont en dispute. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre venue, votre soutien à l'initiative que nous avons prise et ce que vous venez de nous dire, qui à la fois nous conforte, nous nourrit et nous stimule. Un dernier mot. Dans cette évaluation du paysage de l'évaluation, le Conseil n'entend pas être un acteur de plus. Nous ne sommes pas dans la course, je le dis très clairement et je voudrais rassurer. Nous voulons simplement, à distance des passions, à distance des institutions, évaluer l'évaluation des politiques publiques en portant un diagnostic le plus impartial, mais le plus vigoureux aussi possible sur le modèle français qui est en train de se construire. Et merci donc, Monsieur le Président, pour ce que vous nous avez dit. Merci aussi pour la conviction que vous avez partagée avec nous, et ce sera sûrement un point fort de notre étude, que l'évaluation n'est pas seulement un moyen d'innover, de mieux conduire la politique publique, et en ce sens, je vous rejoins sur le fait que les Français devraient aussi avoir la culture du tâtonnement, de l'expérimentation, du retour en arrière, de la correction lorsqu'il faut le faire. Les politiques publiques ne sont pas monumentales et construites pour l'éternité, elles doivent aussi interagir avec la mesure du résultat. Que l'évaluation est aussi, vous l'avez dit, un moyen pour le Parlement de revaloriser son rôle en rééquilibrant la contribution qu'il apporte à la fabrique de la loi et son activité de contrôle et d'évaluation. Et enfin, que c'est un moyen, et c'est par là que je terminerai avec les mots mêmes que vous avez employés, que c'est un moyen de régénérer, relégitimer le débat démocratique abîmé par tant de faux débats ou de débats qui partent d'assumptions, de croyances, d'émotions qui sont loin de ce que vous avez dit à propos d'Hannah Arendt. Merci à vous tous. Rendez-vous le 29 avril pour la 4e conférence, résultats et mise en œuvre. C'est le moins qu'on puisse dire pour justement l'évaluation des politiques publiques avant la conclusion de ce cycle qui aura lieu le 17 juin dans cette même salle d'Assemblée générale. Merci à vous tous d'avoir répondu nombreux à notre invitation.